Décembre 2004, après un scrutin mouvementé, Yushchenko, le pro-occidental, est élu président. C'était une révolution anti-russe. Elle était anti-impérialiste si l'on parle de l'empire du Kremlin. Je pense que Poutine a connu l'échec le plus retentissant de toute sa carrière politique. C'est plus qu'un échec, c'est une humiliation. Mais Poutine a les moyens de montrer à l'Ukraine qu'elle n'échappera pas à l'emprise russe. Après la révolution orange, la politique pétrolière vis-à-vis de l'Ukraine est devenue beaucoup plus brutale. Et les hydrocarbures ont été activement utilisés comme levier contre l'Ukraine. Le 1er janvier 2006, la Russie coupe le robinet du gaz. Cette action était prévue depuis le début pour montrer à l'Ukraine et à l'Europe la puissance de la Russie et leur dépendance en matière de gaz. La Russie continue de serrer les taux. À l'approche des élections législatives ukrainiennes, le Kremlin cesse l'importation de nombreux produits de cette ancienne république. Le message est clair. Poutine veut que le candidat pro-russe Yanukovych accède au poste de Premier ministre afin de pouvoir agir par son intermédiaire. Si le peuple ukrainien vote pour lui, tout rentrera dans l'ordre. Aujourd'hui, c'est chose faite. Et l'Ukraine s'éloigne de l'Europe et de l'OTAN. Poutine a montré qu'il savait transformer un échec en victoire. Aujourd'hui, il me semble que Poutine se sent très à l'aise. Il ressent tout simplement un sentiment de supériorité. Et à mon avis, ce sentiment est tout à fait justifié. Poutine peut être sûr de lui. Il est le maître du plus grand champ gazier du monde, dont l'État russe a le contrôle majoritaire. En 2005, Poutine signe un accord avec son ami le chancelier Gerhard Schröder pour la construction d'un nouveau gazoduc sous la mer Baltique qui reliera directement la Russie aux pays de l'Europe de l'Ouest. La même année, Poutine signe la construction des gazoducs Blue Stream avec Silvio Berlusconi, le Premier ministre turc, pour fournir les pays d'Europe du Sud. Les tentacules de la gigantesque pieuvre Gazprom couvriront la totalité des pays européens, mais se déploieront aussi jusqu'au Japon, jusqu'en Chine et jusqu'en Amérique latine. Une façon de créer un futur gouvernement transnational qui sera le futur levier de la politique russe contre l'hégémonie des États-Unis. Et Gazprom, c'est aussi le pétrole, l'uranium, des banques, des médias, des équipes de football. Poutine peut rêver au futur siège social de Gazprom en construction à Saint-Pétersbourg. Il est à la tête d'un des plus puissants empires du monde. Les leaders de pays comme la France, l'Allemagne et les États-Unis, l'Angleterre, le Japon, le Canada, l'Italie lui disent « Cher ami, cher ami ». Vous savez ce qui se passe en Tchétchénie. Vos leaders savent bien sûr ce qui s'y passe. Mais ils disent « Ce n'est pas grave ». Ce n'est pas grave parce qu'il y a le gaz et le pétrole. C'est tout. Gerd und Vladi, Politik zum Schmusen schön. Poutine est tellement convaincu de tenir les pays européens par la dépendance énergétique qu'au cours d'un sommet avec l'Union européenne, il répond sans embâche à un journaliste français qui l'interpelle sur la Tchétchénie. Don't you think that by trying to eradicate terrorism in Chechnya, you are going to eradicate the civilian population of Chechnya? Если вы хотите совсем уж стать исламским радикалом и готовы пойти на то, чтобы сделать себе обрезание, то я вас приглашаю в Москву. У нас многоконфессиональная страна, у нас есть специалисты по этому вопросу. И я порекомендую ему сделать
эту операцию таким образом, чтобы у вас уже больше ничего не выросло. Une nouvelle tragédie rappelle aux Russes la situation explosive de la Tchétchénie. Une prise d'otage dans une école à Beslan, dans le Caucase du Nord, par des terroristes tchétchènes, se solde par un assaut des forces spéciales. 186 enfants figurent parmi les 344 victimes civiles. C'est la troisième crise majeure en 4 ans pour Poutine. Après le naufrage du Koursk et la prise d'otage dans le théâtre de la Dubrovka à Moscou en 2002. Il lui faut agir vite pour masquer les failles de son système. Il va montrer à l'opinion internationale qu'il peut agir autrement. Le 31 janvier 2005, Poutine déclare que la guerre entre la Russie et la Tchétchénie est terminée. Il l'a désormais transformée en guerre civile. On ne pourra plus accuser la Russie d'être directement responsable des atrocités commises en Tchétchénie. Poutine a nommé au poste de Premier ministre Ramzan Kadyrov, fils du président pro-russe assassiné quelques mois plus tôt. Ces milices remplacent les unités de l'armée russe. Aujourd'hui, Poutine ne peut compter que sur eux. Alors que la Tchétchénie est en guerre depuis 10 ans, c'est sur Ramzan Kadyrov et ses tueurs sanguinaires que Poutine fonde sa politique de guerre en Tchétchénie. Tout le monde sait qu'une partie de la population tchétchène tue et élimine l'autre partie. Et les Russes ne s'en mêlent pas. Une partie de la population terrorise l'autre. La grande majorité de la population vit dans la peur et éprouve un sentiment absolu d'injustice. Il ne reste plus qu'à éliminer les derniers chefs de guerre. Le Kremlin offre une prime de $100 000 pour leur assassinat. 2 mois après Beslan, les services spéciaux liquident Aslan Mashradov, ancien président élu par le peuple tchétchène qui s'était toujours opposé au terrorisme. En 2006, c'est le tour du leader islamiste Shamil Basayev. Les guerres en Tchétchénie ont déjà saigné à blanc le pays. 200 000 morts pour 1 million d'habitants, 20% de la population. Au-delà des massacres, Poutine aura réussi à écraser l'esprit et l'identité d'un peuple. Gazprom va enfin pouvoir construire son nouveau gazoduc qui reliera Bakou à l'Europe centrale en traversant la Tchétchénie. Après Beslan, Poutine nous a dit « Nous travaillons très dur pour sauver les restes de l'Union soviétique ». J'étais choquée. J'ignorais que c'était ce que nous étions en train de faire. Pour moi, je pensais que c'était le contraire, qu'on essayait d'en venir à bout. Mais apparemment pas. Et sa phrase dit tout. Elle démontre que sa mission est de sauver les restes de l'URSS par tous les moyens possibles et imaginables. C'est là qu'on comprend que c'est un enjeu très personnel. Poutine utilise aussi le drame de Beslan pour installer un régime autoritaire. Il désigne lui-même les gouverneurs des régions et les juges de toute la Russie. Il fait promulguer une loi réduisant la liberté des journalistes. Une autre interdisant de séjour les étrangers jugés irrespectueux. Le FSB encourage officiellement la délation entre citoyens. Enfin, Poutine limite le financement des organisations des droits de l'homme soutenues par les pays occidentaux. Ne jamais oublier l'ennemi extérieur quand on a bâillonné l'ennemi intérieur. Fois, l'hypocrisie diplomatique est transgressée par les États-Unis. No legitimate interest is served when oil and gas become tools of intimidation or blackmail, either by supply manipulation or attempts to monopolize transportation. And no one can justify actions that undermine the territorial integrity of a neighbor or interfere with democratic movements. Yet in Russia today, in many areas of civil society, from religion and the news media to advocacy groups and political parties, the government has unfairly and improperly restricted the rights of her people. Contrairement aux Européens,
Les Américains prennent très au sérieux l'offensive autoritaire et nationaliste de Poutine, qui pourrait mettre en cause leur hégémonie. Leur première action sera de déployer des batteries antimissiles en Pologne, aux frontières de la Russie. Poutine contre-attaque. Их военный бюджет в абсолютных величинах почти в 25 раз больше, чем у России. Вот это и называется в оборонной сфере их дом, их крепость. И молодцы, молодцы. Но это значит, что и мы с вами должны строить свой дом, свой собственный дом, крепким, надежным. Потому что мы же видим, что в мире происходит. Но мы же это видим. Как говорится, товарищ Волк знает, кого кушать. Кушает и никого не слушает. И слушать, судя по всему, не собирается. On cite souvent l'énergie comme la nouvelle arme stratégique de la Russie, passant sous silence sa superpuissance militaire. Pourtant, elle possède toujours 8000 têtes nucléaires de plus que les États-Unis. La Russie est devenue le deuxième exportateur d'armes du monde, fournissant pas moins de 61 pays. En jouant sur la dépendance énergétique et sur le commerce des armes, Poutine réunit les deux plus importants facteurs d'influence géostratégique de la planète. L'héritage de la guerre froide fait toujours des Américains et des Russes les deux grandes puissances militaires, surtout en matière nucléaire. La Russie en a des milliers pointés vers l'Amérique. De la même manière, les armes nucléaires américaines sont en priorité dirigées vers la Russie. La volonté de Poutine est de vendre des technologies militaires à la Chine, l'Iran, le Venezuela ou d'autres pays hostiles aux USA. Il se peut qu'un jour cela aille plus loin. Poutine pourrait essayer de rétablir le système de la guerre froide où les superpuissances s'affrontaient via des pays satellites. И более того, мы развиваем свой ядерный комплекс сдерживания. Как вы знаете, недавно провели испытания новых систем баллистического оружия. В позапрошлом году успешно проведены испытания таких боевых комплексов, которых пока нет и вряд ли раньше нас появятся на вооружении других стран мира. On pourrait imaginer le monde d'ici 5 ou 10 ans, quand l'Iran dominera le Moyen-Orient, avec la Russie en toile de fond. Quand les Américains seront hors course, humiliés, foutus dehors. Aujourd'hui, les Russes adorent Poutine. D'après les sondages, 65% de la population le soutient. Il donne l'impression de se soucier des gens puisque c'est ce qu'on montre à la télévision.